Alors, je suis prêt à céder la parole à un prochain intervenant et je reconnais M. le député de Terrebonne pour une intervention. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour discuter du projet de loi numéro 10, loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. Monsieur le Président, je ne suis pas le premier intervenant à vous parler cet après-midi et vous savez bien sûr là, en quoi trait ce projet de loi, mais pour ceux qui viennent de se joindre à nous au canal de l'Assemblée nationale, j'aimerais leur rappeler que ce projet modifie l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par l'intégration régionale des services de santé et de services sociaux, qui crée des établissements à mission élargie et l'implantation d'une gestion à 2 niveaux hiérarchiques afin de favoriser et de simplifier l'accès aux services pour la population et de contribuer à l'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et d'accroître l'efficience et l'efficacité de ce réseau. Alors, Monsieur le Président, le ministre de la Santé nous a fait part de ce projet de loi il y a déjà quelques semaines et c'est avec beaucoup d'attention que nous avons écouté ce qu'il avait à dire parce que la santé au Québec, c'est un dossier qui est majeur, qui suscite l'attention et l'intérêt à la fois des plus jeunes et des gens plus expérimentés de notre société. Vous avez entendu parler il y a quelques minutes d'un portrait qui touchait les régions peut-être un peu plus éloignées du Québec, les régions ressources, soit ceux de la Côte-Nord. J'aimerais vous attirer maintenant dans mon coin de pays, une région tout à fait particulière, semi-urbaine, mais tellement sympathique, qui est celle du 450 et qui vit des difficultés et des réalités qui lui sont propres. Une région du Québec, Monsieur le Président, qui est en pleine croissance, en pleine explosion démographique, où l'amour fait en sorte que les jeunes familles se multiplient et viennent s'établir en grand nombre pour tenter d'y élever leurs enfants et retrouver tous les avantages de ce que les territoires semi-urbains peuvent donner, c'est-à-dire mi-chemin entre une région plus calme et ou un centre urbain mouvementé. Alors voilà, c'était le message que je voulais faire à mes collègues du 450, leur dire que nous avons une spécificité qui est la nôtre et des réalités aussi qui nous sont propres. Une réalité au niveau de la santé qui nous touche, Monsieur le Président, un peu comme dans les places en garderie, est le fait que puisque nous vivons une explosion démographique depuis plusieurs années, il se crée depuis plusieurs années justement un écart, une iniquité dans différents services et dans le développement, dans le fond, là, des services qu'on donne à la population. On l'a vu au niveau des places en garderie, qui est un dossier sur lequel je m'occupe actuellement. Donc, beaucoup plus d'enfants qui sont en attente de place à cet endroit que bien d'autres endroits au Québec, mais également au niveau de la santé, où le temps d'attente et où l'accès à un médecin de famille est des plus compliqués. En fait, c'est la région du Québec, Monsieur le Président, où on a le plus petit ratio de médecins par nombre de 1000 habitants. Et j'ai regardé avec attention les propositions que le ministre de la Santé nous proposait dans le projet de loi 10 et je me suis questionné à savoir si ça venait répondre à ces préoccupations. Pour vous donner un portrait plus précis, je vous dirais qu'actuellement, à l'hôpital Pierre-Legardeur, qui est l'hôpital du C3S là, du sud de la Naudière, nous avons un taux d'occupation de 222 222 c'est un des plus hauts au Québec, Monsieur le Président. C'est là où le temps d'attente est le plus élevé et c'est là où on a besoin de donner un coup de barre au cours des prochaines années pour tenter non pas d'avoir des meilleurs soins qu'ailleurs partout au Québec, mais au moins pour avoir une certaine équité et où la moyenne de temps d'attente et l'accessibilité aux médecins puissent être le même dans notre région que celle qui nous entoure. Et je sais que le ministre de la Famille est très sensibilisé à cette réalité du 450, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est déjà, dans un passé pas si lointain, lorsqu'il était peut-être dans une autre phase de sa vie, sous la bannière de la Coalition Avenir Québec, tenté de se présenter dans cette région, plus particulièrement dans la circonscription de Terrebonne. Donc, je suis convaincu qu'il est sensibilisé à la réalité de la santé de ce coin de pays et il connaît les défis et l'ampleur des obstacles que nous devons surmonter pour réussir à améliorer la qualité de vie et des soins qui sont offerts à la population dans cette région. Et là, à l'intérieur du projet de loi 10, j'ai regardé un peu les propositions qui nous étaient faites et je dois vous avouer, Monsieur le Président, que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je n'ai pas trouvé des réponses évidentes là, pour essayer de rassurer les électeurs de la circonscription auquel j'appartiens et celle des circonscriptions du sud de la région
de la Naudière, celle qui est la nôtre. Tout d'abord parce que les gens ne semblent pas avoir été largement consultés. On sent que le projet de loi a été réfléchi, cogité par le ministre de la Santé, probablement quelques collaborateurs qui l'entourent, mais au niveau du milieu, au niveau du terrain, on n'a pas senti qu'il y avait une approbation, qu'il y avait eu une écoute, une consultation à savoir à quoi ce projet de loi pourrait ressembler et surtout quelle était la réalité et les préoccupations premières de ces groupes. Je vous donne un exemple. Les groupes communautaires qui se sentent un peu lésés dans le cadre de ce projet de loi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, sont très inquiets de voir la réforme qui est proposée et tentent de s'imaginer de quelle façon le rapport à la santé et aux services sociaux va pouvoir s'interpréter à la suite d'une adoption d'un tel projet. J'ai vu, Monsieur le Président, aussi à l'intérieur de ce projet de loi, le fait de regrouper d'une façon assez substantielle différents établissements, différents C3S pour créer des centres d'intégration de santé et de services sociaux. Par exemple, dans la région de la Naudière, au lieu d'en avoir 2, nous en aurions un seul. Un seul pour couvrir l'ensemble du territoire qui est celui de notre région administrative, c'est quand même audacieux. Audacieux, Monsieur le Président, pas nécessairement dans le bon sens du terme, parce que la réalité géographique et la réalité régionale de notre région, et je sais que le député de Berthier vous en a parlé il y a quelques instants, est très différente entre les municipalités et les MRC qui sont en banlieue de la métropole québécoise, soit Montréal, qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, et ceux qui sont au nord complètement de la région, beaucoup plus rurale, avec une réalité qui est très différente, avec des entreprises forestières qui sont celles, par exemple, qui caractérisent à la fois des circonscriptions comme celle de Berthier, beaucoup plus que celle de Terrebonne. Alors là-dessus, de regrouper en un seul lieu, on peut se questionner à savoir comment l'arrimage d'un tel projet va respecter la réalité terrain, la réalité des organismes et des populations qui la composent, malgré l'éloignement que cela peut susciter. Il y a beaucoup donc d'incertitudes dans le réseau et on sent qu'il y a à l'intérieur de ce projet de loi une volonté certaine d'essayer de centraliser les pouvoirs. Et cette centralisation des pouvoirs laisse craindre le pire à plusieurs personnes. J'ai vu quelques revues de presse, Monsieur le Président, qui nous ont été données de lire au cours des dernières semaines. Il y a même une personne que vous connaissez très bien, j'essaie de la retrouver à l'instant, mais qui a été un de vos anciens collègues, Monsieur Castonguay, qui est sorti, Monsieur le Président, pour parler de ses inquiétudes, parler de ses craintes par rapport au projet de loi. Donc, selon lui, le projet de loi ne viserait qu'essentiellement à essayer de doter le ministère de davantage de pouvoir, et ce qui provoquerait donc une centralisation et un éloignement des pôles de décision qui sont plus proches du citoyen, plus proches des communautés. Bref, cette caractéristique dont je vous parle depuis déjà un certain temps. Alors, nous avons pu lire ça dans nos revues de presse qui nous ont été données de lire. Nous avons aussi, Monsieur le Président, eu quelques sons de cloche au niveau de la transparence. La transparence avec laquelle le ministre de la Santé va pouvoir nous tenir au courant du développement et des décisions, des règlements qui vont être pris à l'intérieur de son ministère pour la suite des choses, avec la création de ces mégastructures qui, dans le fond, n'abolissent pas les agences. Le mot « agence » va être aboli, mais la structure de l'agence, elle, en tant que telle, on a l'impression qu'elle va être bonifiée. Lorsqu'on dit qu'on va regrouper des établissements pour en faire une seule et même entité, on a l'impression donc que ces pouvoirs seront concentrés, quintuplés, et cela ne veut pas nécessairement dire que ce sera plus productif ou que ce sera plus efficace sur la mission à laquelle elle va être confrontée. On veut savoir également, Monsieur le Président, combien va coûter une telle opération. Parce qu'à chaque fois qu'on joue avec les structures, puis je le sais que c'est très sexy en campagne électorale, on entend souvent ça, là, abolir les structures, puis il faut couper dans le gras, puis là, il y a trop de laisser-aller, il y a trop de crémage sur le gâteau, comme on dit, puis il faut en ôter, puis il faut jouer dans l'efficacité. Je pense effectivement qu'il y a toujours place à l'amélioration, mais il ne faut pas non plus en faire une religion. Il ne faut pas non plus être dogmatique sur la chose. Moi, je suis convaincu, puis je vois la ministre de la Culture qui est avec nous en cette chambre, là, je suis
persuadé que lorsque vous demandez à la ministre de la Culture en cette Chambre, pensez-vous qu'il y a beaucoup de gras puis d'allègement dans la structure à faire au niveau de la culture, je suis pas mal convaincu qu'elle va être nuancée sur la question, puis qu'elle va vous dire, bien, le gras, il faudrait qu'on s'entende sur une définition commune. Qu'est-ce que le gras, effectivement? Puis dans les ministères, c'est pas nécessairement toujours évident de l'identifier. Et c'est pas dit qu'il y en a partout non plus. Dans le cas de la santé, qu'est-ce que le gras? Qu'est-ce que le gras? Qu'est-ce qui nous est proposé, dans le fond, par le ministre? Il nous dit les agences, c'est là-dessus qu'il va falloir, dans le fond, optimiser. C'est là-dessus qu'il va falloir réduire la taille. On voit que dans le cadre du projet de loi, celle-ci serait, dans le fond, diminuée d'un bon nombre, notamment dans différentes régions administratives, comme par exemple la Montérégie. La Montérégie, qui est un exemple assez intéressant, Monsieur le Président, parce qu'on propose la création d'un seul centre d'intégration en santé et services sociaux pour une région administrative qui est composée de 1,5 million d'habitants, puis qui, comme vous le savez, occupe un territoire assez vaste sur la banlieue sud de Montréal. Alors là-dessus, on a des questionnements à savoir comment ces mégastructures vont pouvoir livrer une efficacité en gérant à la fois les centres jeunesse, les centres de réadaptation, en ayant une concertation au niveau des hôpitaux, des CLSC. Puis on parlait des organismes communautaires tantôt qui font partie aussi de la santé et des services sociaux, qui livrent un travail extraordinaire. Je sais qu'on est plusieurs en cette Chambre à l'avoir témoigné à plusieurs reprises. Si ce n'était pas de nos groupes communautaires, Monsieur le Président, combien l'État devrait-il dépenser pour livrer les services que ces différents organismes, dépendamment de leur mission, offrent à la population? C'est très précieux que d'avoir ce genre d'association qui se dévoue par passion et par conviction dans leurs domaines respectifs. Donc, eux aussi sont très inquiets de voir la suite des choses. Déjà, Monsieur le Président, que les augmentations qui étaient prévues dans le cadre de leurs organismes n'ont pas pu être livrées avec le budget que nous connaissons. Alors, de voir ce réaménagement, cette réadaptation, il y a de quoi effectivement se poser beaucoup de questions. Il y a également le comité des usagers qui, Monsieur le Président, risque d'avoir beaucoup moins d'impact dans la nouvelle réforme qui est proposée par le ministre de la Santé en ce qui a trait justement à la fusion de ces différents établissements. Donc, lorsqu'on dit un seul centre d'intégration en services sociaux et santé, bien, on peut penser que le nombre de personnes des comités des usagers va également diminuer. Donc, toute la démocratisation qui est autour de ce projet de loi-là porte aussi à réflexion. On sait que la participation citoyenne dans le cadre de nos établissements de santé est fortement appréciée. Et là-dessus, bien, on avait hâte d'entendre le ministre à savoir quelle était sa position pour tenter de les rassurer. Mais évidemment, rassurer n'est pas toujours évident parce que le ministre nous dit qu'il est certain de ce qu'il veut faire, mais qu'il ne semble pas nécessairement ouvert à écouter ce que les gens lui proposent comme amélioration ou comme bonification. Je vous prends, par exemple, quelques citations. J'ai l'impression, en écoutant le ministre, que souvent, il refuse d'admettre qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec lui dans le cadre de son projet de loi. Selon ce qu'on a recensé actuellement, c'est qu'il y aurait environ, sur les 64 groupes qui se sont présentés en commission parlementaire, pas loin de 48 groupes qui, sans être contre à 115 avaient au moins des réserves, avaient au moins des recommandations sur certains aspects du projet. Et on n'a pas de garantie que le ministre de la Santé souhaite l'amender ou les écouter afin de le bonifier. Donc là aussi, il y a une interrogation, il y a une inquiétude qui est palpable. Palpable aussi parce que des fois, quand on regarde dans le passé, Monsieur le Président, c'est souvent garant de l'avenir. Et de ce que j'ai cru comprendre, parce que je n'étais pas présent à cette Chambre. En 2003, je sais que certains de mes collègues qui sont ici au Salon Bleu y étaient et pourront dire, Monsieur le député de Terrebonne, j'ai vu ce débat de mes yeux vus, je les ai entendus aussi. Et on me disait que le ministre de la Santé de l'époque, qui est Monsieur le Premier ministre en l'occurrence aujourd'hui, avait, avec les mêmes bonnes volontés, les mêmes
objectifs, changer le réseau de la santé, puis avait décidé de le modifier d'une façon à essayer de le rendre plus efficient, plus efficace, avec la même noblesse. Et on voit que cette personne qui était ministre de la Santé à l'époque, aujourd'hui premier ministre, donne un mandat de rechanger encore une structure qu'il aurait lui-même mis en place. Je vous rappellerai, Monsieur le Président, qu'à l'époque, le Québec était doté de ce qu'on appelait les régies de la santé. Ça avait été transformé par les C3S, les agences que nous connaissons aujourd'hui. C'était donc le premier ministre qui était là à l'époque. Et aujourd'hui, 11 ans plus tard, bientôt 12 ans plus tard, bien, on constate que tout est encore à changer, tout est encore à transformer. Est-ce qu'on ne devrait pas tirer des leçons du passé et essayer de voir si on ne fait pas simplement donner un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que la réforme va atteindre les objectifs qui sont fixés d'une façon différente que celle qui a été mise en place il y a déjà quelques années? Je vous pose la question parce que je sais que vous avez de l'expérience parlementaire et je suis très humble à cet égard en ce qui a trait à la mienne. Donc, regardons dans le passé pour bien comprendre les actions qui sont faites aujourd'hui. Il y a aussi un point qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est qu'on essaye de, quand on veut essayer d'améliorer un réseau ou de l'optimiser, on essaye de se donner des balises pour se donner des points de repère, puis essayer de voir vers où le ministre veut s'en aller. Et là-dessus aussi, c'est compliqué parce que, semble-t-il, qu'il n'y a aucun modèle ailleurs dans le monde là, qui soit vraiment comparable sur lequel là, le ministre peut s'appuyer pour dire « voici dans quelle direction je me dirige avec mon projet de loi 10 et je me suis inspiré de telle façon de faire à tel endroit dans le monde ou de telle façon de faire dans tel État d'un pays qu'on connaît bien, exemple, peu importe, un tel État d'un autre pays à travers la planète. Et donc, il n'y a pas de point de comparaison. Alors là, on est vraiment là, dans la tête là, du ministre de la Santé, des gens qui l'entourent, des gens qui l'a consulté, des gens qu'on aimerait bien savoir qui ils sont. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le réseau en tant que tel pour le moment. Je pense par contre que le ministre est plein de bonne volonté, qu'il va sûrement vouloir essayer de trouver la voie de passage, le consensus où l'acceptation, les interrogations, les incertitudes vont être corrigées, où la transparence va être à l'honneur pour être capable de bien faire la mission qui s'est dotée pour le projet de loi 10. J'ai regardé aussi les différentes positions, les différentes réactions des partenaires. Et j'aimerais vous en lire quelques extraits pour vous emmener à peut-être réfléchir à voir qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, on a beaucoup d'inquiétudes de la part de nombreuses associations sur la soif du pouvoir du ministre de la Santé. Là, on dit qu'on s'en va vers des suprastructures. On dit que ça va être une centralisation sans aucun précédent. Ça va être donc un problème de soins et non de structure là, qui va découler de ce projet de loi-là. On dit qu'il y a un certain non-sens dans la façon d'emmener actuellement cette réforme. Et on a une peur de l'omniprésence, dans le fond, là, du ministre dans le cadre là, des opérations là, du système de santé, une espèce d'ombre qui planerait au-dessus du milieu de la santé partout à travers le Québec et où, bien sûr, le ministre serait le point de convergence. On a également plusieurs organismes là, qui nous ont fait part de leurs préoccupations, dépendamment de leur allégeance, soit syndicale, soit du milieu de la santé, les partis politiques. Il y a quand même un fait intéressant, Monsieur le Président, puis c'est sûr que là-dessus, je pense que je n'ai pas le choix de le mentionner. Il y a un rapprochement idéologique entre le deuxième groupe d'opposition, qui est la Coalition Avenir Québec, et le Parti libéral du Québec. Bon, c'est peut-être aussi parce que le ministre de la Santé incarne un peu cette jonction entre les deux partis. Là, on voit qu'il y a des passerelles là, qui peuvent être tendues d'un côté ou de l'autre, puis que c'est plus facile à ce moment-là d'imager là, que l'idéologie libérale ou caquiste peuvent à certains endroits se rejoindre. Et on sent qu'il y a un rapprochement qui est très, très, très fort. Très, 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 très fort. Tellement fort, Monsieur le Président, que je m'attends bientôt à un mariage, là. J'attends l'invitation aux noces. Je sens que ça va venir. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers là où le rapprochement est tellement fort qu'on ne peut pas s'imaginer que ça puisse rester séparé encore longtemps. Le pouvoir de l'amour, moi, j'y fais confiance et j'ai l'impression là, qu'il y a des flamèches qui sont en train de s'installer.
J'aimerais donc vous emmener, Monsieur le Président, à réfléchir à toutes ces observations. Je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On veut essayer d'emmener le ministre à faire des compromis, à écouter les gens du réseau, à œuvrer avec beaucoup plus de transparence. On aimerait que le projet de loi soit chiffré en termes de coûts. Bref, encore beaucoup de travail à faire et on compte sur ces efforts pour être capable d'en arriver à un consensus. Merci. Merci à vous, Monsieur le député de Terrebonne, pour cette intervention.